Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de votre émission de débat Ligne de mire. La tendance est globalement baissière au Gabon en ce qui concerne la propagation du virus lié à la pandémie de coronavirus. Dans notre pays, une prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été votée par le Parlement gabonais qui a donné son quitus donc pour la prorogation de cet état d'urgence sanitaire, la troisième sollicitée par le gouvernement pour casser la chaîne de contamination liée à la pandémie de Covid-19. Pourtant, cette prorogation est diversement interprétée par les populations. Dans cette émission, on en parlera avec mes invités. Il s'agit de Pascal Koulou, président du Bloc démocratique populaire, de Jonathan Toutoum Ngom, ancien ministre universitaire, et de Ghislain Guizé. Il est le président d'une association politique, le Challenge National. On fera également le point dans la deuxième partie de cette émission Ligne de mire de l'actualité qui prévaut en Afrique de l'Ouest. Vous le savez, le mois d'octobre témoin haute tension en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, où une mission tripartite ONU, CEDEAO et Union africaine y réside pour échanger avec l'ensemble de la classe politique et peut-être de la société civile. La présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu le 31 octobre prochain, mais bien avant, il y aura cette élection très attendue et déjà bouillante du côté de la Guinée-Conakry, où Célène Diallo sera opposé pour une troisième fois consécutive au président sortant Alpha Condé. Octobre rose ou octobre rouge en Afrique de l'Ouest, ce sera la deuxième thématique de notre émission. Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous débattions donc sur ces différents points. Commençons par l'actualité locale, par cette prorogation donc de l'état d'urgence sanitaire sollicité par le gouvernement qui a donc eu le quitus du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont donc voté pour une prorogation 45 jours de plus donc pour cette prorogation liée à l'état d'urgence sanitaire. Pascal Koulou, je vous pose à vous le premier la question par rapport à cette prorogation qui est diversement interprétée par l'opinion. Une certaine opinion se dit être frustrée, pense être cloîtrée, enfermée, a du mal de plus en plus à supporter le confinement et les mesures restrictives qui sont prises par le gouvernement. Comment vous réagissez? Bon, il faut dire que de manière générale, on devrait d'abord se satisfaire de la situation épidémiologique du Gabon en ce qui concerne le coronavirus. Bon, ce que nous constatons de manière simple, sans avoir besoin de recourir à des données scientifiques ou à des analyses effectuées, c'est que globalement, les Gabonais n'ont pas été atteints de manière à ce qu'on vive une situation comme on l'a constaté dans les pays européens. Ensuite, nous notons que la contamination communautaire n'est pas très effective. C'est déjà les premiers cas constatés étaient le fait des personnes qui revenaient d'Europe. Et aujourd'hui encore, la tendance, c'est que sur le plan local, il n'y a pas eu beaucoup de cas de contamination. Et que lorsqu'on s'en tient à ce qui est donné aujourd'hui comme statistique par les responsables du COPIL, c'est qu'on a une forte tendance à la baisse. Donc, logiquement, si on considère maintenant l'impact économique et social de cette situation sanitaire, on devrait aller vers une ouverture progressive, d'autant plus qu'il faut tenir compte que dans notre pays, un bon nombre de nos concitoyens vivent des emplois libéraux, généralement de la petite débrouillardise. On va revenir sur cet aspect lié justement à l'économie et à l'accompagnement du gouvernement. Mais je voudrais quand même aborder le point de vue des responsables religieux. Ouais. Nous notons également là que quand on se promène dans Libreville, écoutez, que vous allez dans les grandes surfaces commerciales, que vous alliez dans des grands espaces d'attente de transport, donc au PK5, à la gare routière, un peu partout, il y a masse. Bon, cette foule qui se retrouverait dans les églises, c'est la même que l'on voit au marché Montbouet, c'est la même que l'on voit en Kembo. En fait, c'est la même foule, c'est les mêmes populations qui au quotidien se côtoient. Donc, l'église en tant que telle ne peut pas être mise en index comme étant un espace de contagion avéré. Vous abordez là un point évidemment qui fait également l'actualité. Il faut également maintenant, puisqu'on a une tendance baissière, il faut plus associer ces personnes pour que leur lieu différent de culte, qui est également là des messages de sensibilisation adressés à la population. Parce que de manière générale, quel est aujourd'hui le message en termes d'avertissement que donne le gouvernement ou les partis politiques? Il est nul. Donc, je crois que les communautés religieuses peuvent venir en relais et il faut, à mon humble avis, permettre que ces gens communient parce que
indépendamment de l'approche scientifique, donc de la médecine officielle, il y a un besoin psychologique de réconcilier l'homme avec son intérieur. Or, aujourd'hui, les Gabonais sont désemparés parce que tout le monde sait, je parle d'un ancien ministre, qui a peut-être apprécié, qui aura une appréciation différente de la gestion des mesures d'assistance que le gouvernement a décidé, mais bon, globalement, tout le monde s'accorde à dire que ça n'a pas bien marché. Alors, on sait que l'Église est vent debout au Gabon depuis plusieurs mois maintenant. C'est confession religieuse qui appelle donc à la réouverture des lieux de culte. Ces derniers jours, ils ont davantage donné de la voix pour réclamer justement la réouverture de ces lieux de culte. Jonathan Toutoum, Pascal Nkoulou s'est félicité de la tendance baissière globale observée donc au Gabon. Peut-être rapidement donner quelques chiffres. Hein. Au 7 octobre 2020, les tests réalisés donc par le COPIL étaient estimés à plus de 192 000. Les cas testés positifs, plus de 8 000. Les cas actifs, eux, sont de 597. Cas guéris, plus de 8 000. Décès, 54. Donc, tendance globalement baissière par rapport à cette épidémie liée à la Covid-19. Jonathan Toutoum, est-ce que vous partagez cet optimisme béat affiché par certains? Non, de toutes les façons, je ne peux pas partager cet optimisme béat partagé par certains. Donc, mon ami et frère Pascal Nkoulou en face, parce que nous sommes dans le domaine de la santé et il faut être prudent. Et je vous parle ici en tant qu'ancien ministre délégué à la santé. Ce qu'on observe aujourd'hui comme une tendance baissière ne doit pas nous faire baisser la garde. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je suis solidaire des mesures prises par le ministre de la Santé, M. Guy Patrick Obiandon, qui est un garçon très sérieux dans sa manière de travailler. Pour l'avoir eu comme secrétaire général dans le ministère de la Santé, je sais que c'est quelqu'un qui maîtrise le domaine de la santé, la carte sanitaire du Gabon, et qui maîtrise par exemple tous les paramètres. Ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme tendance baissière l'est au vu des chiffres globaux, mais pris de manière globale comme ça, on peut penser que le Gabon se serait sorti de l'affaire. Mais lorsque on fait des études avec des rapports et des ratios, vous pouvez vous rendre compte que selon une dernière étude qui a été menée par le cabinet Vision Management Consulting, qui s'occupe des questions de la santé, le Gabon n'est classé qu'à la 36e place sur le continent en fonction du taux de décès par habitant et de l'impact de la stratégie de lutte contre la pandémie du Covid-19. Alors, jusqu'au 31 août 2020, nous avions eu 185 889 prélèvements. Mais je vous ai donné là, tout à l'heure les chiffres actualisés. Pour 8808 cas positifs, ce qui donne environ 4,7%. Et puis 8135 guéris, ce qui donne environ 93,3% et environ 54 décès. Ça veut dire quoi? Ces chiffres lâchés de manière péremptoire comme ça, mais si vous prenez les ratios, ça signifie qu'au regard de la population du Gabon, 54 décès, c'est déjà trop. Et j'ai l'habitude de dire ici que par rapport à notre population, un mort est un mort de trop. Nous ne pouvons pas faire des comparaisons par rapport à ce qui se passe en Europe ou bien dans d'autres pays, par exemple les pays asiatiques, qui sont des pays à forte pression démographique. Lorsque vous prenez le cas de l'Inde, vous affichez des chiffres de milliers de morts et vous dites au Gabon, nous n'avons que 54 morts. Pris comme ça, vous pensez que ce n'est pas grave. Mais si vous prenez le Gabon dans sa spécificité, moins de 2 millions d'habitants. Moins de 2 millions d'habitants pour le nombre de cas contaminés par rapport aux 54 décès que nous avions enregistrés, plus le nombre de guéris et ceux qui sont encore hospitalisés, je pense qu'il faut faire attention. Et c'est en cela que le gouvernement, notamment le ministre de la Santé, a eu raison de solliciter encore de la part du Parlement une prorogation de l'état d'urgence. Mais il faut dire que certaines mesures prises dans cet état d'urgence sanitaire relèvent, disons, méritent qu'on les revisite. Mais en même temps, je pense que je suis solidaire des mesures prises pour que nous prenions à bras le corps cette épidémie pour l'enrayer, parce que
De l'autre côté, où les pays sont mieux dotés sur le plan sanitaire, on remarque une résurgence, une recrudescence des cas de contamination et nous ne devons pas lâcher prise au niveau du Gabon. Ghislain Guizet, donc le gouvernement qui sollicite et qui a obtenu la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, Jonathan Toutoum-Ngom et Pascal Koulou ont donné leur point de vue. On voit que les deux ont des points de vue divergents sur la question. Comment vous appréciez, est-ce que vous pensez que la carte de la prudence qui est jouée par le gouvernement est amplement justifiée? Écoutez, pour ma part, je pense que la santé n'a pas de prix. La santé n'ayant pas de prix, nous devons essayer de regarder les exemples par rapport à ce qui se passe même dans des pays qui nous servent d'exemple. Si on se réfère à la France aujourd'hui, qui a 24 heures enregistrées et pourtant avait déjà déconfiné un bon nombre de régions, mais la France se retrouve avec plus de 20 000 cas de contamination en moins de 24 heures. Nous l'avons suivi. Donc, c'est pour dire que la tendance baissière que nous observons au Gabon ne doit pas se justifier par le fait qu'il y a lieu de déconfiner les gens pour qu'on se retrouve dans la rue. S'il y a cette tendance baissière, c'est effectivement parce que le gouvernement a su gérer la chose, le gouvernement a su confiner, le gouvernement a su encadrer des mesures qui ont fait en sorte que cette tendance baissière puisse intervenir de façon progressive. Donc moi, je suis solidaire des mesures gouvernementales qui, ce gouvernement-là a le droit, a le devoir, autant pour moi, de protéger les populations. Mais pourtant, sans vous couper, il y a quand même des observations qui sont faites par certains. Je crois que Pascal Koulou, on en parlait même il y a quelques minutes. On observe quand même qu'il y a des fortes concentrations humaines dans les marchés, notamment les principaux marchés de nos provinces, et même à Libreville, au marché de Montboué. On remarque que les habitudes, il y a une forme de relâchement en ce qui concerne par exemple les mesures prises pour faire une barrière à la propagation du virus dans les transports en commun, notamment en ce qui concerne les taxis et les transporteurs suburbains, donc ce qu'on appelle communément les clandos. On a remarqué que les vieilles habitudes sont revenues, donc il y a que les taximens chargent comme à l'ancienne, etc. Et les gens se demandent, mais pourquoi il y a ce laisser-aller là? Pourtant, on n'observe pas un boom du nombre de contaminations dans le pays. Mais, Monsieur Pambo, je pense que ce que vous venez de dire donne parfaitement raison au gouvernement qui prolonge l'état de confinement. Si aujourd'hui l'on se rend compte que les vieilles habitudes reviennent, que les taximans repartent comme à l'ancienne, que les marchés ne désemplissent pas, il y a lieu de s'adresser au gouvernement qui aujourd'hui a pris des mesures de reconfiner pour voir comment est-ce que les choses peuvent être gérées de la façon dont cela a été fait depuis le début. Je ne pense pas que les raisons évoquées dans le cas de la baisse des contaminés doivent faire en sorte que l'on dise qu'il va falloir que les commerces ouvrent, qu'il va falloir que les églises... Écoutez, je ne sais pas quel Dieu nous n'avons pas la possibilité de prier dans nos maisons, qu'il y a forcément lieu d'aller prier dans une église. Et je sais que parmi nos gouvernants, il y a forcément certains qui croient en Dieu, sinon tous sont des croyants. Ce n'est dans l'avantage des personnes de se retrouver à la maison sans aller à l'église. S'ils prennent des mesures, ce sont des mesures préventives. C'est pour aider les populations gabonaises à se barricader pour faire en sorte que le virus n'arrive pas à les atteindre. Et moi, je pense que nous, politiques, devons aider le gouvernement à sensibiliser les populations, à les amener vers plus d'éléments de compréhension pour pouvoir comprendre les éléments qui font en sorte que le gouvernement continue de prendre ces mesures-là qui sont à leur avantage. Parce que demain, si l'on se retrouve avec un cas contaminé dans une maison, c'est toute la maison qui sera atteinte. Pascal Koulou, alors vous n'êtes pas du tout d'accord, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'il y a ces fortes concentrations dans des lieux publics, notamment en ce qui concerne les marchés, par exemple, qui sont souvent bondés, et qu'on pense qu'une église n'est pas capable de pouvoir prendre toutes les mesures restrictives pour reprendre les cultes. Est-ce que vous êtes d'accord? Non? Bon, je vais prendre d'autres exemples. J'ai pris le cas de l'Église pour bien spécifier qu'il faut qu'on soit réaliste. Nous vivons dans un environnement où la gestion de la Covid-19 confiée au gouvernement par l'entremise d'une structure, la COPIL, a été catastrophique.
Aujourd'hui, ce qui fait problème, ce n'est pas tant la limitation de mouvement. Vous parlez de catastrophique. A été catastrophique parce que, écoutez, à tous les niveaux, moi je ne sais pas quel est le pont où cette situation... Alors, comment vous pouvez parler de gestion catastrophique je prends deux exemples. de cette crise sanitaire? Je prends deux exemples. Les chiffres, eux, montrent le contraire. Oui, mais c'est beaucoup plus la juste discipline citoyenne. Moi, je me veux réaliste. Je dis que je suis solidaire du gouvernement, mais je vais être réaliste. Je vois dans les quartiers où l'on procède à la distribution de l'eau pour aider les citoyens qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est un désordre. Je souhaite que Telafrica prenne des images de ces citernes qui vont dans des quartiers distribuer de l'eau. Les gens se battent même presque. Oui, ben, écoutez, non, vous le reconnaissez donc. Comment pouvez-vous penser que lorsqu'on n'arrive pas à contenir des mouvements de rassemblement massif, que ce soit dans les marchés publics, que ce soit dans les grands magasins, que le fait que l'on puisse ne pas permettre aux églises, qui peuvent effectivement le faire, mettre en place un mécanisme de distanciation, on ne leur permet pas d'ouvrir. Je vais un exemple beaucoup plus précis. Aujourd'hui, les écoles publiques sont censées ouvrir le 5 novembre. Vous avez été enseignant, M. Jonathan. Le 9 novembre. Oui, le 9 novembre. Vous savez que dans nos écoles publiques, les élèves s'asseyent pratiquement à part 3, voire 4 par table blanc. Vous le savez, vous? Bon, aujourd'hui, on parle du transport en commun. D'ici 1 mois et demi, on va avoir une présence publique en termes de sollicitation de taxis qui va pratiquement tripler. Aujourd'hui, les chauffeurs de taxis, au regard des difficultés qu'il y a à amortir leurs recettes, ne respectent plus la mesure qui est de limiter le nombre de passagers. Bon, je dis, soyons réalistes. Invitons nos citoyens à plus de discipline et permettons-les de communier avec leur Dieu comme ils le souhaitent, en rendant responsables. Parce qu'en plus, quand je parle de discipline citoyenne, moi je crois très honnêtement que le relais que peuvent constituer les responsables des églises pour amener les citoyens à une conscientisation du respect des mesures barrières, peut-être même plus efficace, ou va même compenser l'absence d'informations gouvernementales qui existent aujourd'hui. Parce qu'en matière de campagne, dès lors qu'on a terminé la phase qui consistait au kit alimentaire, etc., qu'est-ce qu'il y a encore eu? Rien du tout. Donc, je reste sur cette fin en disant que les données que nous avons aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut être très prudent. Mais je dis, ce qui cause le plus de problème, c'est la détresse sociale. C'est l'absence de visibilité dans la gestion de cette pandémie par ceux qui, au quotidien, survivaient à cause des petits métiers qu'ils exerçaient, lesquels petits métiers, je regrette de le dire ici, sont en grande partie exercés par nos compatriotes. Tous les bars qui sont fermés, c'est des jeunes femmes gabonaises. Et moi, au quotidien, on nous aborde pour dire, mais enfin, il y a la rentrée scolaire, comment on fait? Donc je dis, soyons réalistes, informons les gens, mais permettons-leur d'exister. Parce qu'il n'y a pas d'aide en appui. Ils sont confinés dans une situation de déception sociale. Et ça fait mal. Jonathan Tontomgom, il y a des pays en Afrique qui n'ont pas, dont les gouvernements n'ont pas opté pour le confinement. En Guinée-Conakry, par exemple, ça a été le cas. Alpha Condé s'est refusé de confiner parce qu'il estime que les 3/4 de sa population vit dans une situation de pauvreté avérée, accrue. Donc il a préféré justement que ces gens qui se débrouillent grâce au système D, comme on dit, en s'appuyant sur l'informel, puissent vaquer à leurs occupations et puissent vivre. Alors, Pascal Nkoulou faisait mention tout à l'heure là de la volonté des confessions religieuses de rouvrir les lieux de culte. Cette problématique devient importante. Ces dernières heures, les hommes de Dieu ne cessent de donner de la voix justement pour manifester leur courroux par rapport à la fermeture de leurs lieux de culte. Ça devient préoccupant. Je pense que nous devons recentrer l'objet de ce débat. Ce débat n'a pas pour objet êtes-vous pour ou contre la fermeture des églises. Non, on est sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et la frustration qui est observée chez certains. Monsieur Pambo, Monsieur Pascal Nkoulou, un gouvernement n'abdique pas sous la pression populaire, lorsque l'intérêt de la population est en jeu. Quel est l'intérêt du gouvernement si le gouvernement ne suit pas les difficultés de cette population? Je vous ai laissé, Monsieur Nkoulou, je vous ai laissé parler. Vous êtes en contradiction. Vous n'êtes pas plus réaliste que ce gouvernement, Monsieur Nkoulou. Vous n'êtes pas plus réaliste qu'un gouvernement. Un gouvernement, vous avez la gestion de votre micro, un gouvernement a la gestion des Gabonais, Monsieur Nkoulou. Et un gouvernement n'abdique pas sous la pression. Un gouvernement n'abdique pas sous la pression populaire. Nous avions dit tout à l'heure, et M. Nkoulou est en contradiction avec lui-même, autant il reconnaît que le Gabon, le gouvernement gabonais, a bien géré la chose parce que les chiffres, dans l'esprit, c'est ce que vous aviez dit, que les chiffres que nous avons montrent que la situation a été maîtrisée. Si nous n'avions pas, si le gouvernement n'avait pas bien géré
n'avaient pas pris des mesures, y compris le chef de l'État, si le chef de l'État et le gouvernement n'avaient pas pris des mesures drastiques, peut-être on ne serait pas arrivé à cette tendance baissière. Tout le monde l'a reconnu ici. Bon, vous ne pouvez pas dire au même moment que nous avons maîtrisé la situation et dire enfin que ça a été une gestion catastrophique. Je te fais observer cette première contradiction dans vos propos. Mais en même temps, nous avions dit tout à l'heure, à la fin de notre première intervention, que certaines mesures de cette urgence sanitaire méritent d'être révisitées. Parce que nous avons constaté que certains pays qui n'ont pas confiné totalement ont des résultats à peu près similaires que des pays qui ont confiné, sinon meilleurs. Donc nous disons que d'accord pour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, mais il va falloir revisiter certaines mesures. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, par exemple, qu'au niveau du couvre-feu, par exemple, quand on dit couvre-feu, ça veut dire que c'est des populations qui sont poussées à rester à la maison pendant une certaine tranche horaire. Mais ce qui se passe, c'est que nous remarquons que le couvre-feu ne regarde que les automobilistes, comme si les automobilistes étaient les seuls à pouvoir propager le coronavirus. Vous avez des attroupements des piétons qui sont là, mais ceux qui sont chargés d'assurer ce couvre-feu, de maintenir ce couvre-feu, notamment les forces de l'ordre et de sécurité, ne s'intéressent pas aux piétons, mais s'intéressent qu'aux automobilistes. Ça, il va falloir le revoir. Pour ce qui est des églises, nous le comprenons qu'il y a une contradiction entre le fonctionnement optimal des marchés, des boutiques, des grands commerces, mais que finalement, c'est des églises qu'on maintient fermées. Il va falloir que le ministre d'État Mata s'explique là-dessus pour expliquer aux Gabonais quelle est la dangerosité présentée par des églises pour les maintenir fermées par rapport aux grands marchés. Là-dessus, nous sommes d'accord. Tout comme nous sommes d'accord qu'au regard des chiffres encourageants, au regard des tendances baissières, il va falloir maintenir le cap pour que finalement, si nous n'arrivons pas à rayer, disons, à faire reculer drastiquement cette épidémie, mais qu'au moins qu'on arrive à un risque, qu'on approche du risque zéro. Nous ne pouvons pas demander à un gouvernement d'abdiquer sous prétexte que les gens veulent exister, mais exister en quoi? C'est une question sanitaire qui ne laisse pas place à l'idéologie politique. Il s'agit de la santé des Gabonais et le gouvernement seul est responsable. Parce que si demain, il y a propagation, comme cela se passe aujourd'hui en France, c'est le gouvernement qui sera livré à la vindicte populaire. C'est le gouvernement qui sera pris pour responsable dans l'état de dégradation, justement, cette prorogation a raison d'être, même si nous appelons à la revisitation de certaines mesures de cette urgence sanitaire. Ghislain Guizé, Pascal Koulou a évoqué également un point qui est très important. La reprise des cours se profile à l'horizon, ce sera le 9 novembre prochain. Reprise des cours, il y a des milliers d'élèves sur l'ensemble du territoire qui vont repartir à l'école. Les effectifs sont pléthoriques dans les salles de classe. Comment est-ce qu'on pourra gérer cette situation dans cet état de prorogation d'état d'urgence sanitaire, selon vous? On est là dans la réelle politique, pas dans la chimère. D'accord. Avant d'arriver au ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il s'agit là du ministère de l'Éducation par rapport à la gestion, des élèves, ouais. J'aimerais d'abord revenir sur la comparaison que M. Pascal Nkoulou fait entre les marchés et les églises. Il n'y a pas de comparaison à ces niveaux. Vous savez, on a la possibilité de prier son Dieu à la maison. Mais tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un magasin de vivres alimentaires chez soi. Donc du coup, le gouvernement est obligé de regarder comment est-ce que les choses peuvent être gérées de telle sorte à ne pas priver une catégorie de personnes. C'est assez important. Je n'aimerais pas me mettre à la place du gouvernement, mais je dis qu'ils ont forcément, que ce gouvernement-là a forcément les raisons qui font en sorte qu'il y ait ces attroupements-là que nous déplorons, bien entendu, dans les supermarchés, parce que les gens vont s'alimenter pour pouvoir vivre. Ça, c'est dans un premier temps. Concernant le ministère de l'Éducation nationale, je sais très bien que M. Daouda Mougiama et son cabinet sont à pied d'œuvre depuis des mois pour pouvoir régler... Ils auront réglé le problème des effectifs pléthoriques avant la reprise des cours. Je pense que... Je n'aimerais pas me prononcer sur la question, mais je vous pose la question. Oui, est-ce qu'il y a eu des nouvelles salles de classe qui ont été construites qui feront en sorte qu'on puisse, justement, dans le domaine de la distanciation physique, permettre à ce qu'il y ait moins d'élèves dans les salles de classe pour espérer qu'il n'y ait pas de contamination? Ce que je suis en train de dire, monsieur Pambo, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, en convergence avec les syndicats, travaillent depuis plusieurs mois pour régler la question. Et je pense qu'ils sont à pied d'œuvre. Ils vont apporter quelle solution? Je sais dernièrement que les classes de 5e, les classes de 6e et je ne sais quelle classe encore, il y a une proposition qui avait été faite que ces classes-là devaient être reportées dans une certaine catégorie
d'établissements. Les syndicats se sont insurgés sur cette mesure. Mais je sais qu'aujourd'hui, ils sont toujours en négociation. Mais je n'ai pas envie de me prononcer sur la question dans la mesure où je n'ai pas encore vu comment est-ce que les cours vont commencer pour pouvoir juger. Parce que là, il faut juger le maçon au pied du mur. Si je me prononce sur la question tout de suite et que demain, le ministère de l'Éducation nationale amène une solution qui nous démontre qu'ils ont effectivement réglé la question, comment est-ce que je pourrais me retrouver? Donc, c'est aller vite en besogne. Si je me prononce en disant que le problème sera là, la solution ne sera pas trouvée, quand bien même, je sais qu'ils sont en train de travailler, et dans la mesure où ils sont en train de travailler, il faut leur accorder le bénéfice du doute jusqu'à la reprise des cours. Pascal Koulou. Non, moi, je veux qu'on soit bien clair. Je dis d'entrée de jeu que j'étais solidaire du gouvernement. Mais je dis qu'il y a un certain nombre de mesures qui doivent être levées. Je persiste et je pense que le couvre-feu devrait être levé. L'école va recommencer. Tout le monde sait que le système a 2 tours. Il y a des élèves qui vont à l'école à partir de midi. Ces élèves ne rentrent jamais chez eux avant 20 h. Donc je crois qu'il faut par contre, et c'est sur cet élément que j'insiste, il faut amener à une conscientisation citoyenne. Et aujourd'hui, les églises peuvent y participer mieux et même plus que le gouvernement, de 1. De 2, je dis qu'il faut déconfiner totalement. Pourquoi? Parce que la plupart des petits métiers qui donnaient de l'emploi à nos compatriotes sont fermés. Vous imaginez toute la difficulté qu'ont tous les Gabonais qui étaient dans les différents restaurants et les hôtels, qui sont chez eux et qui sont dans une dépression. Les restaurants sont ouverts, hein, les restaurants qui ont des terrasses sont ouverts. Oui, mais c'est les terrasses. Donc, le personnel repris, mis en congé technique, tous ces gens sont dans une situation de détresse sociale. Il n'y a aucune mesure pour les soutenir. Bon, à ce moment, on fait quoi? Bon, Pascal Koulou, je pense que autant nous devons être réalistes qu'il y a une menace. Pascal Koulou, oui. On a essayé de faire le parallèle entre le Gabon et certains pays, notamment les pays dits développés, en termes d'infrastructures sanitaires, en termes de plateaux techniques, en termes de personnel soignant. On sait tous qu'il y a des efforts qui ont été faits au Gabon, mais on sait qu'on n'est pas à la hauteur de ces pays dits développés par rapport à l'offre sanitaire. On est bien d'accord? Je suis d'accord. On est bien d'accord? Oui. Bon, en cas de seconde vague, comment pensez-vous que le gouvernement... Non, je vous pose la question, d'après vous. Puisqu'on voit que les pays qui ont déconfiné sont en train de reconfiner, notamment les pays les mieux lotis que nous. Comment vous pensez que le gouvernement pourrait réagir en cas de seconde vague un peu plus importante, selon vous? Dans cette situation, je suis d'accord que le géopolitologue qui est là va me démentir ou m'appuyer. Ne faisons pas dans le populisme. Soyons réalistes. Chaque situation, ses amis dans le champ de ses réalités. Justement, j'en appelle à votre lecture par rapport à la réalité, par rapport à la réalité de notre pays. Moi, justement. Je dis, j'ai suivi de très près l'évolution des mesures prises par le gouvernement. Je dis, ce qui nous a préservé de cette situation, c'est beaucoup plus la discipline citoyenne. Mais non, on ne peut pas parler de discipline citoyenne. Vous-même, vous êtes en train d'évoquer des situations. Je dis, c'est la discipline citoyenne. D'indiscipline observée dans les transports en commun, au niveau du marché. Les gens se sont appropriés la dangerosité de la transmission. Vous parlez de discipline citoyenne, pourtant vous savez très bien, vous l'avez reconnu tout à l'heure, que dans nos quartiers, les gens, évidemment, même pendant des heures de couvre, on le sait tous autour de la table, les Gabonais sont dehors. Non, soyons... Est-ce que je peux m'expliquer ce que j'entends par discipline citoyenne? Oui, mais soyons moins populistes. La discipline citoyenne, c'est que les gens ont, pendant une longue période, arrêté des déplacements, je dois dire, sur de longues distances. Parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait une menace qui courait. Mais les gens sont dehors. Aujourd'hui, comme l'a dit, les gens sont dehors, circulent pendant les heures de couvre-feu. Il y a des maquis qui ouvrent, vous le savez aussi bien comme moi, on est tous dans les quartiers populaires. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis d'accord que les gens sont dehors, les gens sont dehors, les maquis ouvrent, seulement il se trouve que... La discipline citoyenne dont vous parlez, c'est laquelle alors que les gens sont dans les maquis, on le sait. Mais c'est tous les comportements ordinaires que les uns les autres adoptent. Mais donc, il n'y a pas de discipline. Je vais dans la plupart des espaces, les gens sont régulièrement couverts. Ce qui a sauvé les gens, c'est beaucoup plus ces mesures individuelles par rapport au dispositif d'intervention de l'État. Parce que tout le monde sait ce qui se passait dans les CHU, dans les différents lieux où il y avait les centres de dépistage, c'était impossible. Bon, je crois que moi, par rapport à tout ça, je me dis, c'est beaucoup plus les comportements responsables des citoyens. Et ils continuent de le prouver tous les jours. Donc, ça ne sert à rien de les priver des possibilités qui leur sont données d'arriver à vivre leur... Non, M. Nkoulou, on ne peut pas dire... je vous dis, il s'agit de la question de la santé des populations. Et je pense que... Monsieur Toutoum, je vous pose une question. Non, ce n'est pas vous qui posez des questions. Ce n'est pas vous qui posez des questions. Parlons de santé publique. Il y a un modérateur à l'émission. Non, je ne fais c'est vous qui faites dans la langue de bois parce que vous êtes tout le temps en contradiction avec ce que vous dites. Vous ne pouvez pas entraîner l'État dans l'indiscipline des populations. Quelle indiscipline? C'est justement les populations qui sont les plus disciplinées par rapport aux mécanismes de soutien qui ont été mis en place. Tous les mécanismes de soutien qui ont été mis en place ont échoué.
La distribution des kits alimentaires a été une catastrophe. L'assistance à l'eau a été une catastrophe. C'est pas cela les un mesures débat, de soutien Koulou. aux entreprises a été une catastrophe. Les mesures au logement est une catastrophe. Comment voulez-vous parler à ce moment-là de l'efficacité de l'aide? Ne faites pas dans le populisme populisme parce que vous voulez implanter votre parti politique. Vous êtes toujours, vous manquez de réalisme. Vous faites dans la langue de Monsieur Koulou, je ne peux pas manquer. Citez-moi une mesure gouvernementale qui a été efficace. Une seule. Mais laissez-le citer. Une seule. Une seule. Dans le panel de mesures prises. Dans le panel de mesures, je dois louer la mesure qui a consisté à tester une masse de population. Ça a beaucoup servi. Vous avez vu le scandale qu'il y a eu sur les 20 000 francs par rapport au dépistage. Même aujourd'hui en France, il y a un scandale, il y a un manque de lits de réanimation. Il y a un manque de lits de réanimation en France aujourd'hui. Ne le citez pas. Ce que j'ai envie de dire, c'est que... S'il vous plaît. Monsieur Pambo, Koulou ne permet pas. C'est un débat tellement important. On vous écoute royalement. Je vous prie d'écouter Jonathan Toutoum royalement. Je vous en prie. Je vous en prie. On n'est pas dans le populisme, on aborde des questions sérieuses qui concernent l'ensemble de la population gabonaise. Vous êtes responsable d'un parti politique, je vous prie de donner le bon exemple. Je vous en prie, Monsieur Nkoulou. Merci. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes face à des défis importants, notamment par exemple la rentrée scolaire. Nous avions vu l'organisation de l'examen du baccalauréat. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que sur le plan des mesures sanitaires, ça a été un exercice à peu près réussi par mon collègue professeur Moudiama. Mais c'est une portion congrue, rapportée à la masse, par rapport à la masse des élèves sur l'ensemble du territoire. Attend sur l'ensemble du territoire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi se rendre compte, selon les spécialistes de la santé, que le coronavirus a moins de virulence par rapport à une certaine population, notamment la population jeune. Quand vous remarquez bien, ceux qui sont le plus atteints, ce sont les populations de 60 et plus. Autrement dit, je ne dis pas qu'il y a une certaine immunité, mais lorsque vous regardez, toute étude géopolitique se nourrit de comparaison aussi. Lorsque vous remarquez toutes les situations sanitaires liées à la pandémie du coronavirus dans le monde, vous remarquerez que les jeunes sont moins atteints. Les spécialistes l'expliquent. Et donc, je pense que personne n'a prévu cette pandémie qui nous est tombée dessus depuis le mois de mars. Et donc, de ce point de vue, il y a certaines mesures. À défaut de construire en 6 mois des milliers de salles de classe, nous reconnaissons aujourd'hui que cela nous rattrape. Lorsque hier, les syndicats poussent l'État à construire de plus en plus de structures sanitaires et de plus en plus de structures scolaires, ça nous rattrape aujourd'hui. Et c'est en cela qu'il va falloir faire attention et faire des études de projection parce que ça peut nous rattraper. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, moi-même aujourd'hui, je fais cours à l'université, on a pris des mesures, notamment le dispositif de lavage des mains. Ce qu'il va falloir faire dans les écoles primaires et les lycées, c'est de faire en sorte qu'on impose le port des masques. Justement, vous parlez de l'université. Comment vous gérez les effectifs pléthoriques dans vos amphis, justement, par rapport à cette crise sanitaire? Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore eu la vraie rentrée à l'université. Aujourd'hui, ce sont surtout les classes supérieures, notamment les Masters 1 et 2, qui font cours aujourd'hui. Nous attendons à la rentrée véritablement au mois de février ou au mois de mars. Et là, je pense que la situation va être très, très difficile. Mais je pense qu'il va falloir imaginer des mesures. Non seulement, on peut diviser certains niveaux en 3, 4, 5 groupes pour avoir moins de concentration d'étudiants, mais ce qui n'est pas le cas. Ce qui peut être le cas, par exemple, dans les écoles primaires, où on peut instaurer pour un temps le système de turnover, le système à mi-temps, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de concentration d'élèves dans les salles de classe. Ce n'est pas une mesure efficace, mais c'est une mesure qui peut atténuer la trop forte concentration. Voilà des mesures. Il faut qu'on aide l'État à réfléchir au lieu de dénoncer. Au lieu de dénoncer. Merci beaucoup. C'était donc là. Je suis un enseignant. Je sais ce que j'ai dit. J'ai géré des salles de classe depuis 20 ans. Je gère des salles de classe. Je sais ce qui peut être fait en l'espèce pour essayer d'atténuer le trop plein d'effectifs dans les salles de classe. Mbao Bamandré l'avait fait. Le système turnover, ça permet de maintenir moins de pression. Ça me permet de maintenir moins de pression dans les salles de classe, c'est-à-dire diviser les salles de classe en groupes. Ce n'est pas
très efficace, mais pour un temps, à cause de cette épidémie, Jonathan, pas très efficace en termes de gestion. Jonathan, mais je vous dis, le système de turnover ou le système à mi-temps peut permettre de déconcentrer. C'est une proposition, on a écouté. C'est une proposition, on a écouté. Et merci à tous les deux pour les arguments, à tous les trois d'ailleurs, versés au débat sur cette question relative à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Entendu donc la réaction du gouvernement par rapport à cette position prise par les hommes d'église, donc les confessions religieuses qui appellent de tous leurs voeux à ce qu'il y ait une réouverture des lieux de culte. On va ouvrir le second tiroir de notre émission consacrée à l'actualité en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest. Pascal Nkoulou, une mission tripartite composée des représentants de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO au séjour en Côte d'Ivoire pour échanger avec l'ensemble de la classe politique et la société civile. Vous avez compris qu'il s'agit de la présidentielle qui aura lieu en octobre, le 31, donc en Côte d'Ivoire. Une élection présidentielle sous haute tension, puisque sur les 44 candidatures présentées à la commission électorale, 4 seulement ont été retenues, dont celle du président sortant Alassane Ouattara. Des candidatures rejetées, celle de l'ancien président Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation en Côte d'Ivoire? Bon, de manière générale, il faut déjà faire remarquer que la problématique des élections présidentielles en Afrique se déroule de manière récurrente dans l'espace francophone. On peut constater que tous les autres pays autour, que ce soit les pays lusophones ou les pays d'anciennes colonies anglaises, ont connu un bon. Le Ghana, parce que nous parlons de l'Afrique de l'Ouest, est effectivement un exemple. Le Nigeria, après la série de coups d'État militaires, est rentré depuis bientôt une décennie dans le cadre des élections régulières, même s'il y a quelques contestations, mais au moins on assiste à une alternance au sommet de l'État. La question qui se pose par rapport au pays en question est due au fait d'une forme de pensée de ce que certains se croient encore être indispensables. Il n'y a pas d'homme indispensable. Et si on considère le processus de développement d'un État, ça se joue sur des millénaires. Donc le fait que les présidents choisissent un mode de constitution et puis après décident de le modifier est un élément qui ne se comprend pas. Moi, personnellement, je vous assure, je n'arrive pas à comprendre ce pourquoi. Est-ce qu'on peut, en fonction des textes que nous adoptons nous-mêmes, revenir sur le fait de dire, bon, je vais le modifier parce que je voudrais avoir un troisième mandat. Il n'y a pas d'homme absolu. Il n'y a donc pas à se considérer comme celui qui peut, parce que quand on les écoute, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent achever leur œuvre. Mais achever l'œuvre d'un État, si aujourd'hui les États-Unis, qui sont de très loin en matière de développement, ont atteint des apogées, continuent aujourd'hui de procéder à des réformes, ça veut dire que les États africains qui n'ont que moins de 100 ans, moins de 70 ans pour certains de vie, ont encore un long chemin à parcourir. Voilà ce qui est à noter. Ce qu'il faut encore regretter, c'est que quand vous regardez la plupart de ces dirigeants, mais ce sont des gens pour beaucoup qui ont milité comme souhaitant l'indépendance africaine. Parce que quand vous regardez aujourd'hui le président Alpha Condé, le président Alpha Condé a dirigé la FEANF. C'était un mouvement étudiantin africain qui avait vocation à instaurer la démocratie. Or, cet homme, qui pour beaucoup était un exemple à son arrivée en Guinée, semble maintenant poser la question, et là je m'adresse aux géopolitologues, qu'est-ce que l'universitaire ou l'intellectuel africain? C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Nous composons des choses que nous ne respectons pas. Ce n'est pas le fait de population, c'est le fait de l'élite africaine qui se perd parce qu'elle veut simplement se substituer aux colons, n'y arrive pas, crée des troubles dans leur propre pays, retarde le développement de leur pays sans y avoir apporté des solutions. Voilà le problème de l'Afrique aujourd'hui. Il y a donc une situation préoccupante en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Ce qu'on constate, c'est que en ce qui concerne ces troisièmes mandats, les chefs d'État qui sont au pouvoir en Afrique, notamment dans l'espace de l'Afrique noire francophone, procèdent souvent à des révisions de leur constitution en année électorale. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire, non, pas forcément dans l'électoral, mais la dernière révision de la Constitution a eu lieu en Côte d'Ivoire et qui donne donc le droit à Alassane Ouattara d'être candidat. Ça a été le cas également pour Alpha Condé qui a dû procéder à une modification de la Constitution pour lui permettre de pouvoir être candidat aussi. Donc le fameux troisième mandat qui est aujourd'hui prohibé ou chahuté par la classe politique de l'opposition en Afrique, par la société civile aussi. Comment vous réagissez?
Bien, moi, je voudrais par contre me focaliser dans les rapports que les pays francophones entretiennent avec la France particulièrement. Parce que j'ai quand même ne vous éloignez pas du débat. Je ne m'éloigne pas du débat, bien au contraire. Je ne m'éloigne pas du débat. Vous savez, il y a quelque temps, M. Ouattara lui-même, sur ses deux pieds, devant une foule immense, avait pris l'engagement ferme de ne plus se représenter. Parole d'un sage. Et ces derniers avaient été félicités très humblement par le président de la France. Nous l'avons tous observé. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation en Côte d'Ivoire qui va forcément amener des tensions qui demanderont la mobilisation des ressources des parts et d'autres pour aller soigner, alors que pour le moment, nous avons la possibilité de prévenir. Là, les opposants vont organiser un meeting le 10 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Samedi 10 octobre. Samedi 10 octobre. Beaucoup d'opposants sont en train de solliciter le boycott à ces élections. Certains opposants sont même accusés de vouloir mettre le feu au pays. Des gens comme Pascal Affi-N'Guessan qui disent « Moi, je ne demande pas que l'on mette le feu, j'appelle tout simplement à la désobéissance civile. » Mais est-ce qu'on sait là où ça ira? Quand nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a de la ressource humaine, il y a un potentiel qui fait en sorte que si M. Ouattara aimait vraiment ce pays, il aurait dû se retirer et former et laisser place à une nouvelle classe. Mais quel est le rôle de la France qui félicite le matin et le soir se regrette? On a un autre aspect pour terminer qui concerne la CEDEAO. Mais on a vu des réactions de la CEDEAO, pour ne prendre que l'exemple de la Gambie il y a quelques années, qui avait demandé à un président qui s'était imposé de quitter le pouvoir et ce dernier était parti. Mais comment est-ce que nous pouvons continuer à avoir des deux poids, deux mesures dans des pays, pour certains présidents africains qui continuent de se la jouer comme bon leur semble au moment où les populations disent qu'elles ne sont plus en accord avec les populations? Jonathan Tonton Ngom, alors la situation, vous la connaissez en tant qu'universitaire et spécialiste des questions de géopolitique, notamment. Alassane Ouattara avait-il le choix que de ne pas se représenter? On sait, comme l'a dit Ghislain Guinzé, qu'il avait souhaité ne pas être candidat à cette élection en jetant son dévolu sur le feu Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui n'est plus, malheureusement. Est-ce que c'était un cas de force majeure qui a obligé Ouattara à être candidat? Ensuite, il y a Alpha Condé de la Guinée-Conakry aussi qui est candidat. Le 18 octobre prochain aura lieu l'élection présidentielle en Guinée-Conakry. Bien, il faut observer quelque chose. D'abord, nous sommes face à un problème aujourd'hui en Afrique francophone. La question du troisième mandat ou le mandat de trop. Ça veut dire que même si constitutionnellement et aux yeux du droit, lorsqu'on a fait sauter le verrou constitutionnel qui interdit un troisième mandat, sur le plan juridique, rien n'empêche un président sortant de se présenter à partir du moment où la Constitution le lui autorise. Mais sauf qu'on est face à la conscience collective, on est face à la conscience populaire, on est face à une réalité d'éthique et de morale politique où tout le monde le sait aujourd'hui, la question du troisième mandat est chahutée aujourd'hui. On pense que sur le plan de l'éthique et de la morale politique, plus personne n'accepte un troisième mandat, même si juridiquement et constitutionnellement, on peut trouver ses assises pour obtenir un troisième mandat. Mais ce troisième mandat ou le mandat de trop apparaît aujourd'hui aux yeux de plusieurs observateurs de la vie politique comme étant une nouvelle forme de coup d'État, ne serait-ce que sur le plan de l'éthique et de la morale politique. Et de ce point de vue, nous pensons que ce qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest est un exemple de ce qui se passe réellement dans tous les pays d'Afrique francophone aujourd'hui, où, à défaut de se faire succéder de manière dynastique, on est obligé d'avoir un troisième mandat. Et ça fait que si, depuis 1963, année du premier coup d'État post-indépendant en Afrique francophone, avec le coup d'État qui est arrivé au Togo, avec l'assassinat de Sylvanus Olympio par le groupe Aïadema, premier coup d'État, ben, l'Afrique a vécu les 30 premières années de son indépendance à l'ère des coups d'État. Mais aujourd'hui que ce phénomène tend à disparaître, en dépit des cas comme le Mali ou la Centrafrique, où les coups d'État viennent souvent 10 ans après, un cycle de coups d'État, mais on note quand même une régression de cette prise de pouvoir de manière extra-constitutionnelle. Mais aujourd'hui, on est face à des mesures douces
c'est-à-dire des mesures de prise de pouvoir de manière constitutionnelle, mais contre l'éthique et la morale politique, notamment la question du troisième mandat. Et c'est ce troisième mandat qui commence à causer des morts aujourd'hui et qu'on assimile à une autre forme de coup d'État. Mais revenons à la question que mon jeune frère Justin Guizet a posée tout à l'heure, des mesures de la CEDEAO. Mais j'ai envie de dire à mon petit frère qu'il y a en sciences politiques l'idéologie qu'on appelle, sinon le courant qu'on appelle le réalisme. Les États, il y a des États forts et il y a des États faibles. Sur le plan des relations internationales, les plus forts dominent les plus faibles. Et des institutions comme la CEDEAO, qui ne sont pas des institutions supra-étatiques, mais qui sont des institutions inter-étatiques, mais il y a forcément des pays puissants comme la Côte d'Ivoire qui manipulent. La CEDEAO ne peut pas prendre les mêmes mesures face à un président ivoirien que comme face à un président gambien. Permettez-moi peut-être de repréciser, je ne suis peut-être pas dans la pensée de Ghislain Guinzé, mais on a écouté Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, s'exprimer clairement sur cette situation qui prévaut en Côte d'Ivoire lorsqu'on lui a demandé finalement quelle était la position de la France par rapport à cette situation. Et Jean-Yves Le Drian de dire que la Côte d'Ivoire était un État souverain et que c'est aux Ivoiriens, évidemment au président Ouattara et aux Ivoiriens de gérer cette situation que la France ne souhaitait pas. C'est du pur politiquement. S'impliquer, justement. Donc, on observe qu'il y a une gestion donc, à géométrie variable. À géométrie variable parce qu'on est face à la réalité des relations internationales où le réalisme prévaut. La théorie du réalisme prévaut, les plus forts demeurant les plus faibles. Il est évident que si le Drian doit prendre position au nom de la France, la position va varier quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, avec par exemple autant d'intérêt pour la France que de la petite Gambie entre griffes. Donc de ce point de vue, le Drian a toujours botté en touche quand il s'agit de certaines questions relatives à l'appréciation de la France vis-à-vis des États africains. Et on le sait, et quand on lui pose des questions, il répond pour tel État et il hésite pour tel État. Telle est la diplomatie d'hésitation de la France aujourd'hui et qui a beaucoup causé de problèmes au niveau des États africains. Est-ce que le rassemblement du 10 octobre prochain de la classe politique ivoirienne, celle de l'opposition, peut être considéré comme un moment déterminant dans la suite des événements en Côte d'Ivoire? C'est un moment absolument déterminant. J'ai suivi tout à l'heure, comme mon petit frère Guizet, j'ai suivi le Cablan d'Incan le matin, j'ai suivi à Finguessan. Mais quand vous avez d'un côté, vous avez Henri Konan Bédié, vous avez Albert Tchakus Mabri, vous avez Guillaume Soro, vous avez Laurent Gbagbo, vous avez Pascal Affinguessan, vous avez Charles Bédié, vous avez Henri Konan Bédié. Mais si en 2010, Ouattara n'a pesé que 32% à l'issue du premier tour et que c'est ce parterre de leaders politiques qui lui ont permis d'accéder à la magistrature suprême, bien entendu, avec l'aide de la France, avec ce qui s'est passé, on le sait, par rapport à la guerre contre Gbagbo. Mais sur quoi aujourd'hui, avec l'usure du pouvoir, le bilan économique qui parle en sa faveur, certes, mais l'usure du pouvoir et tout ce qui est en train de se passer, je pense que l'appel à la désobéissance civique lancé par le président Henri Konan Bédié et le meeting du 10, donc le meeting de samedi prochain, est très déterminant pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et déterminant pour l'organisation de cette élection qui, je vous le dis, depuis un temps, moi je ne suis pas sûr que ces élections se tiendront à la date du 31 octobre, je pense. 31 octobre, du 31 octobre, et que finalement, même si ces élections ont lieu, mais l'avenir de la Côte d'Ivoire s'inscrit désormais en pointillé. Pascal Nkoulou, autre foyer où il y a une tension qui est perceptible, on a dit, c'est la Guinée-Conakry. Il y a une élection présidentielle le 18 octobre, donc avant celle de la Côte d'Ivoire, avec deux principaux candidats, le président sortant, Alpha Condé, et son principal challenger pour la troisième fois, l'opposant historique guinéen Cellou Diallo. Donc, comment vous réagissez par rapport à cette actualité, sachant qu'aujourd'hui, l'Union africaine est également en train d'appeler une retenue de la part des acteurs politiques de la Guinée-Conakry qui, notamment, même les médias sont sur un fond de campagne où il y a un fort repli identitaire. Bon, vous savez, c'est un peu pour aller dans le sens de ce que
Jonathan tout m'a dit tout à l'heure, la politique, que ce soit celle de l'Union africaine ou celle des organismes inter-États comme la CEDEAO, est limitée en fonction du poids politique de chaque pays et de l'influence extérieure et des appuis extérieurs, notamment des appuis de la France. Ce que je note, je l'ai dit en début lorsque vous m'avez posé la question, ce que je suis déçu. Vous savez, moi je suis déçu. Je considère en tant qu'homme politique que l'objet de tout engagement politique, c'est de conduire les populations à un mieux-être. C'est de conduire le pays à une meilleure structuration constitutionnelle, c'est de veiller à ce que l'apport qui est le nôtre du temps que nous avons à la fois les capacités physiques et intellectuelles de participer à notre pays serve de tremplin à ceux qui viennent après nous. Or, aujourd'hui, lorsque l'on regarde les espaces politiques francophones en termes d'État, on a l'impression, comme M. Jonathan l'a dit, c'est soit une succession dynastique, c'est soit un coup d'État, je dois dire, amélioré sous la forme de modifications constitutionnelles, c'est soit volontairement un engagement pris sur le fait de se dire, bon, en dehors de moi, c'est le chaos. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ce type de chemin. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui, on parlait du coronavirus, a montré que nous n'avons pas suffisamment mis l'accent sur le citoyen africain. Et les populations africaines ne souffrent pas du fait de difficultés multiples auxquelles elles sont confrontées. Ces populations souffrent du fait de l'incurie des hommes politiques qui sont à la tête de ces pays. Parce qu'ils persistent à vouloir demeurer. Les résultats sur le plan de la libération des énergies qui permettent de développer le pays ne sont pas. Les résultats sur le fait d'un État fort ne sont pas. On n'a que des hommes forts. Moi, je réitère ce que Barack Obama avait dit. L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Aujourd'hui, nous pensions, nous, quand on a vu M. Alpha Condé arriver, qu'il ferait en sorte que le socle constitutionnel de la Guinée équatoriale soit à l'image de toutes les luttes qu'il a menées. Hein, de la Guinée-Conakry, pardon. La Guinée-Conakry soit à l'image de toutes les luttes qu'il a menées lorsqu'il était étudiant, lorsqu'il était opposant historique à Sékou Touré. Donc, 45 ans de lutte avant d'accéder au pouvoir. Oui. Ouais. Donc, et tout ça, tout cet héritage, en termes d'espoir, va totalement être balayé sur un entêtement à vouloir être président, alors que les problèmes de la Guinée vont continuer. C'est la même chose pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. M. Ouattara a réalisé un acte important en redressant économiquement la Côte d'Ivoire, mais il a échoué sur la réconciliation d'une Côte d'Ivoire qui est divisée depuis pratiquement la mort du président Houphouët. Et là, les clivages vont s'accentuer à l'issue du meeting qui est prévu samedi. Il n'est pas du tout évident qu'en dehors de l'expression de la force, qui est autre chose, qui puisse amener les Ivoiriens à ne pas investir la rue. Jonathan Toutoum, on est en train d'aller vers la fin de cette émission. Il y a donc une situation de tension en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry, mais les résultats sur le plan économique ne sont pas les mêmes, évidemment. On a une Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2 mandats déjà, a des résultats économiques qui parlent pour lui, et même sur le plan social. Il y a encore quelques jours, il faisait l'inauguration d'un important stade de football à mettre à l'actif, évidemment, de ses réalisations en tant que chef d'État. En Guinée-Conakry, la situation est très difficile sur le plan social et sur le plan économique. Le pays a connu une forte crise sanitaire entre 2013 et 2015 avec plus de 2000 morts en ce qui concerne la gestion de la crise liée à la pandémie de l'Ebola. Le coronavirus, la situation est plutôt maîtrisée, mais sur le plan économique, c'est plutôt difficile. Et Alpha Condé, est-ce que vous pensez qu'il est l'homme de la situation aujourd'hui? Je pense que Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, qui est universitaire comme moi, a déçu. Au regard de la lutte politique qu'il a menée pendant plus de 45 ans, on pensait qu'en arrivant au pouvoir, il donnera l'exemple, comme Mandela l'avait fait en Afrique du Sud. Lui-même s'est dit le Mandela de la Guinée, mais apparemment, il ne suit pas l'exemple de Mandela. Rien n'empêchait Nelson Mandela de demeurer au pouvoir jusqu'à sa mort, tant il était adulé par les Sud-Africains et la communauté internationale. Mais il a su donner l'exemple en ne faisant qu'un seul mandat et en laissant le pouvoir démocratiquement aux Sud-Africains pour l'exercer. Et nous pensions que la lutte menée par Alpha Condé, qui à plusieurs reprises a été condamné à mort par Sékou Touré, nous pensions qu'en arrivant au pouvoir, il allait donner l'exemple. Mais aujourd'hui, je pense que cette lutte de 45 ans, plus son premier mandat, vont s'éroder à son entêtement à vouloir rester à la tête de l'État guinéen. Une situation guinéenne qui est sans commune mesure avec celle de la Côte d'Ivoire, notamment sur le plan économique et social, où la Guinée, malgré une importante richesse minière, parce que c'est quand même l'une des plus grandes réserves de fer
en Afrique aujourd'hui. Mais aucun contrat d'exploitation minière n'a été négocié au profit de l'État guinéen durant le mandat d'Alpha Condé, pour ne prendre que cet exemple. Or, Alpha Condé aurait pu faire en sorte que la Guinée devienne un modèle d'exploitation minière, si tant est qu'avec le Gabon, avec d'importantes réserves en matière de fer. Donc, du coup, la Guinée est restée dans la pauvreté et Alpha Condé s'entête à rester à la tête de l'État. Nous le regrettons, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il faut appeler la communauté internationale à mener activement une diplomatie de prévention pour que la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali ne sombrent pas véritablement dans le chaos, toute chose qui peut faire un effet domino pour entraîner d'autres pays francophones, notamment d'Afrique de l'Ouest non seulement, mais aussi d'Afrique centrale, avec ce qui se passe. N'oublions pas que tout ce qui se passe chez le voisin est capable de se reproduire chez nous. Donc, du coup, nous pensons qu'aujourd'hui, pour freiner cette situation vers une crise véritable, il faut que non seulement la CEDEAO, l'Union africaine, mais aussi l'ONU mènent aujourd'hui une diplomatie de prévention pour que demain ne soit pas sombre comme nous l'avions connu avec la Côte d'Ivoire de 2002 à 2010. Gisèle Guizé, votre mot de fin par rapport à cette situation qui prévaut en Afrique de l'Ouest, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire. On sait qu'on est dans le mois d'octobre, octobre rose, pour la célébration de lutte contre les cancers féminins. Est-ce que cet octobre rose en Afrique de l'Ouest... En octobre rouge. En gros, en fait, aujourd'hui, nous devons prier le ciel pour que les jours meilleurs reviennent en Afrique de l'Ouest. Parce que quand nous observons aujourd'hui ce qui se passe, il n'y a qu'à écouter le discours de monsieur de l'universitaire Alpha Condé, qui passe son temps à se justifier en disant « je ne suis pas un dictateur ». Chaque fois qu'il commence un meeting ou qu'il le termine, il se justifie toujours en disant « je ne suis pas un dictateur ». Dieu seul sait ce qu'il cache par derrière. En gros, vouloir se maintenir au pouvoir cache toujours des choses chez des leaders africains. On a l'impression qu'ils veulent se camoufler derrière leurs fonctions pour ne pas répondre devant la loi demain. On ne sait pas. Mais en gros, souhaitons leur bon vent et que le ciel leur vienne en aide. Merci à tous les trois d'être passés sur le plateau de Ligne de Mire pour que nous décortiquions l'actualité, notamment celle qui prévaut au Gabon avec la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, mais aussi l'Afrique de l'Ouest, élection présidentielle le 18 en Guinée-Conakry et le 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. On suivra avec une attention toute particulière l'évolution de ces deux actualités en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Merci de nous avoir regardés. Bonne suite des programmes sur Télé Africain.